Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire ce lundi, cette attaque terroriste qui a fait 21 morts dans un camp militaire au Mali. L'opposition exhorte le président Ibrahim Boubacar Keïta à prendre les mesures d'urgence qui s'imposent. Au programme également, la Sierra Leone qui ouvre ses portes aux investisseurs. Objectif, financer son plan national de développement. Mais quelles sont les opportunités qu'offre ce pays? Eh bien, on en parle au cours de cette émission. Et puis les enseignants ne décolèrent pas en Côte d'Ivoire puisque leur mouvement de grève se poursuit. Redoutant une année blanche, les parents d'élèves ont décidé d'intervenir. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, Madame Sadio Morel-Kanté, bonsoir. Bonsoir Graziella. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Face à vous, Monsieur Charles Madédé, bonsoir. Bonsoir Graziella. Vous êtes auteur et porte-parole de Objectif Koutana. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et à vos côtés, Jean-François Akondi-Kombe, notre éditorialiste. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Graziella, ravi de nous retrouver. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Les faits se sont déroulés à l'aube ce dimanche. Des dizaines d'hommes armés ont pris d'assaut le campement militaire de Dioura dans le centre du Mali. Le bilan est lourd. 21 militaires tués, des blessés et quelques disparus. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. On en parle juste après. 21 militaires maliens ont été tués ce dimanche dans une attaque contre leur camp à Dioura, dans le centre du Mali. Selon l'armée malienne, cette attaque a été menée par un groupe terroriste dirigé par un déserteur passé dans les rangs djihadistes en 2012. Toutes nos pensées pour les fiers soldats de l'armée malienne tombés à Dioura dans l'accomplissement de leur mission de sécurisation des biens et des personnes face à un ennemi lâche. Le Mali et son peuple sont unis et déterminés contre ces actes ignominieux. Les autorités maliennes et les forces internationales avaient espéré une baisse des violences dans le centre après avoir donné pour mort fin novembre 2018 le chef de la Katiba Massina, le prédicateur radical Peul Amadou Koufa. Mais selon les forces françaises, il est vraisemblable qu'il soit toujours en vie après l'apparition récente dans une vidéo d'un homme présenté comme Amadou Koufa. Justement, la situation des armées des pays les plus fragiles devant le terrorisme. Ici, il faut désigner le Mali et le Burkina Faso, où les armées sont dans une sorte d'état de déliquescence. Donc, à un moment donné, vous avez des éléments des armées régulières qui sont victimes d'injustice et préfèrent trouver leur compte du côté des mouvements irréguliers. Depuis 2015, les attaques se sont étendues dans le centre et le sud du Mali et le phénomène déborde sur les pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger. En 2018, ces attaques se mêlent à des conflits intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts parmi les civils dans le centre, selon l'ONU. Alors, malgré la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, une forte présence militaire française et la création de la force régionale G5 Sahel, les violences djihadistes persistent dans le Mali. Comment l'expliquer, Madame Kanté? C'est-à-dire c'est inadmissible, ça ne devrait même pas l'être. Vous savez, c'est en 2005 ou 2006, 7 casernes maliennes, les 7 casernes du Mali ont été pillées. Et c'était les prémices de ce qui s'est élargi aujourd'hui, parce que c'était à l'avènement de Bahanga, qui était chauffeur, qui conduisait les rébellions, qui conduisait les membres des rébellions des années 80-90. Il a pris cette tête-là après le passage de Kadhafi, qui après a installé un consulat à Kidal. À l'époque, les Libyens ne sortaient même pas. On se posait la question, mais pourquoi un consulat à Kidal? Et ensuite, quand on a connu ça, quand on a connu une attaque qui a fait qu'on a pillé toutes les casernes, qu'on a bâillonné les responsables des casernes, on doit faire attention. Aujourd'hui, 4,8% du budget malien est alloué à la sécurité et à la sécurisation. 4,8% d'un budget. C'est beaucoup, sans compter les apports de l'Union européenne, de l'ONU, de la CEDEAO et de l'Union africaine, bien sûr, et en plus du G5 Sahel qui a besoin d'environ 240 millions d'euros
ce qui n'est pas petit, et dont 10% environ ont déjà été trouvés il y a environ 1 an. Je ne comprends pas qu'avec tous ces moyens-là, on puisse en arriver à l'attaque d'un camp qui, normalement, est censé être le point névralgique, le point le plus sécurisé d'une localité. Et souvenez-vous, en 2013, lorsque Hollande s'engage à secourir le Mali, c'était dans la même localité, dans le centre du Mali, dans la région de Mopti. Entre Mopti et Ségou, il y a tellement de tumulte que la vigilance... Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas aujourd'hui mettre le renseignement en avant. Alors Jean-François, Madame Morel-Conté l'a dit, beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qui fait défaut? Pourquoi, malgré tous les moyens déployés, logistiques, militaires, le Mali n'arrive pas à faire face à cette menace? Comme notre ami, je vais commencer par déplorer d'abord, c'est une catastrophe nationale ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de causes. D'abord, c'est un échec. C'est un échec patent et on n'a pas besoin d'y revenir, c'est flagrant pour tout le monde. Mais c'est un échec aussi parce que la démarche ne permettait pas d'arriver à une réussite. La démarche, je constate que la caserne qui a été attaquée et où il y a eu plus d'une vingtaine de morts, si j'ai bien compris, cette caserne se trouve au centre du Mali. C'est le centre d'un pays où on dit qu'il y a une attaque terroriste, mais pas une attaque terroriste par les habitants de cette zone-là, mais une attaque qui vient de loin, avec des apports extérieurs, etc. Et avec tous ces moyens, qui ont des moyens de renseignement, des moyens aériens, des moyens logistiques assez considérables, on s'explique assez mal que des gens puissent venir de l'extérieur du territoire, rentrer... Non, de l'extérieur, je ne suis pas très sûr, parce que... D'après les informations qu'on a eues, il y a des interférences. C'est-à-dire Amadou Kafouna et de l'aide Iyad Agali, qui était ambassadeur récemment du Mali. Alors, on laisse Jean-François terminer. Il y a des groupes internes, mais ils ont reçu des appuis extérieurs. Et ne serait-ce que ces appuis extérieurs-là. Alors, pour moi, le schéma malien est le pire des schémas, et on l'a construit comme ça, comme étant le pire des schémas, dans lequel il n'y a pas de frontières entre ce qui est de l'armée régulière, ce qui est irrégulier, ce qui relève de la rébellion, ce qui relève du terrorisme et ce qui relève de la normale. On a construit des brigades mixtes aujourd'hui. Là, on parle de quelqu'un qui a fui l'armée régulière et qui est allé se constituer de l'autre côté, s'est constitué une armée irrégulière. Aujourd'hui, on crée en plus la situation dans laquelle on met des rebelles avec l'armée et ils peuvent évidemment avoir les informations qu'il faut. Demain, il n'est pas exclu qu'ils se retirent et qu'ils repartent en rébellion. Et on a un schéma que je ne comprends pas, selon une logique que je ne comprends pas, et qui ne peut conduire qu'à de tels résultats. La sécurisation, la question de la sécurisation aurait demandé que toutes les parties qui interviennent dans le conflit malien disent « vous qui demandez par les armes le pouvoir, vous, si vous continuez, vous êtes exclus. » Au lieu de quoi on les associe. Monsieur Madidé. Oui, moi je dirais que le Mali souffre déjà de son histoire, assez belliqueuse, parce que depuis son indépendance, on a eu souvent des coups d'État, des rébellions, et à l'intérieur du pays, la sécurité pose un problème. Moi je soulignerais déjà le problème de l'Azawad. Ce territoire qui demande son indépendance, ça affaiblit aussi les forces maliennes pour assurer la sécurité, parce que c'est des éléments de ce mouvement de libération de l'Azawad. Ils viennent aussi, ils rentrent, et souvent, ils renforcent les groupes rébellions qui sont sur place. Ce qui fait que le gouvernement malien, normalement, à mon avis, devrait d'abord faire la paix avec ces indépendantistes pour essayer de pacifier un peu la région, parce qu'à côté, les terroristes, ils en profitent aussi de ce chaos-là. Faire la paix, c'est pas possible. C'est pas possible parce que leur revendication première, c'est de ne pas être du Mali et de créer un autre État, y compris lors de l'accord d'Alger. Voilà. Leur position était cette position-là. Voilà, les accords d'Alger ne favorisent certainement pas cette approche-là, parce que vous avez vu, depuis qu'ils ont signé les accords d'Alger en 2015, aucune autorité malienne n'a pu mettre les pieds au Mali, sauf pendant les élections où Ibrahim Boubacar Keïta a pu trouver quelques alliances pour aller battre campagne dans le nord du pays, mais personne n'a mis les pieds à Kidal, où on dit que il y a toutes les antennes des renseignements internationaux.
Alors récemment, le Premier ministre y est allé quand même. Oui, mais il y a deux phénomènes. Mais ça veut dire que depuis 2013, s'il n'y a qu'une seule fois que le ministre a pu y aller, ça pose problème. Il y a deux éléments qui sont des éléments structurants de l'accord d'Alger. La première chose, c'est la reconnaissance de l'Azawad dans l'accord d'Alger comme étant un peuple particulier, en disant c'est un peuple culturel, mais c'est un premier pas vers la reconnaissance de l'autonomie. Et la deuxième chose qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a créé même une crise politique au Mali, c'est que le résultat, la mise en œuvre de cet accord-là a débouché sur une loi de régionalisation qui autonomise sur le terrain fortement cette partie-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles justement les autorités centrales n'y vont pas si souvent que cela, parce que leur revendication première, c'est d'être autonome politiquement, économiquement, voire presque militairement. Et puis le voisin mauritanien, hein, on le voit, que ces troupes-là sont particulièrement venues de la Mauritanie, comme on nous l'a fait savoir. Et c'est-à-dire, pourquoi ne pas aussi sécuriser, avoir l'œil sur cette frontière-là, qui est la niche de ces rebelles-là. Vous savez, cette rébellion a commencé depuis les années 60. Certains disent même que bien avant ça. Ils ont pu juguler et j'entends aujourd'hui l'opposition dire qu'il faut que le président prenne à charge ce phénomène-là. Mais cette opposition, pendant les premières rébellions de 2005, était dans le système, tous. Soumaïla Cissé était à l'UMOA, Tchéblin Dramé avait organisé le sommet France-Afrique pour le compte du régime, et tout ça avait un rôle dans la République à ce moment. Et Ibrahim Boubacar, qui était le président de l'Assemblée, il disait avoir pu mater la rébellion des années 90, début 2000, mais ce qu'il n'a pas pu, ou ce qu'il n'arrive pas à faire. Et que, ne l'oublions pas, ATT a été débouté du pouvoir à 5 semaines de la fin de son mandat pour n'avoir pas pu gérer cette rébellion. Aujourd'hui, il n'a pas autant de moyens que Ibeka. Alors qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver le bon bout pour contrecarrer ce phénomène qui, d'affilée depuis 2012, est présent? C'est vrai que aujourd'hui, ils sont lourdement armés depuis la déliquescence de la Libye, qu'ils ont emmené des armes beaucoup plus sophistiquées que ne l'avait l'armée malienne, qui n'était pas du tout armée, parce qu'aucunement dans l'histoire du Mali, on a vu les députés demander l'achat des armes. Et ils sont plus aguerris aussi par la force des choses, parce que eux, ils combattent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils ont des combattants qui sont décidés. Je pense que ça, c'est plutôt les Tchadiens qui sont venus en Non, je parle entre l'armée malienne et ce qu'on appelle la rébellion c'est-à-dire que l'armée malienne est une armée de consommation, une armée budgétivore, qui était là tout simplement pour manger, boire, faire du thé. Et puis, il n'avait jamais été sur un combat, un terrain combatif. Non, c'est pas une armée de combat du tout. Là, je n'avais pas compris, je vous rejoins. C'est pas du tout une armée de combat. Vous avez vu l'an dernier, je crois, lorsque la femme de Déby est sortie pour faire un discours, je ne sais pas à quelle occasion, lorsqu'elle disait que pendant que l'armée malienne se cache dans les montagnes d'Ifora, c'est l'armée tchadienne qui est sur le terrain. Elle doit pouvoir bénéficier en ce moment justement de la présence de la MINUSMA ou éventuellement de la force française. Oui, mais c'est tout ça, c'est toutes ces conjonctions qui font qu'il y a toujours des incursions meurtriers, parce que vous avez vu à un moment, ça s'était même élargi entre des gens de la même communauté, Dogon et Peul, qui ont causé aussi beaucoup de morts. Il y a aussi que les services de renseignement n'arrivent pas, excusez-moi un instant, n'arrivent pas à contrôler ce phénomène est très grave. Et si vous avez bien suivi, il y a quelques jours, le directeur des services de renseignement, qui fêtait ses 10 ans, à coût de centaines de millions, ça a fait le tour des réseaux sociaux, en invitant Fally Ipupa, et que quelques jours après, il y ait ça, on se dit qu'il y a quelque chose au sommet de l'État qui n'est pas contrôlé. Merci. Il y a des ambiguïtés aussi dans l'intervention massive internationale, parce que, souvenez-vous, lors de l'intervention que vous avez évoquée tout à l'heure, qui a été décidée par François Hollande, il y avait un positionnement qui n'était pas exprimé au début vis-à-vis de l'Azawad, notamment vis-à-vis des forces, de certaines de ces forces de la rébellion, qui pour la France étaient des éléments légitimes avec lesquels le gouvernement devait négocier. Certains étaient qualifiés, et selon les périodes, sont qualifiés de terroristes, d'autres sont qualifiés de forces légitimes, et là il y a des ambiguïtés qui ne peuvent qu'entretenir la frontière. Je vous parlais tout à l'heure des frontières. C'est ce qui fait d'ailleurs dire à Nicolas Normand qui est lancé
l'ancien ambassadeur de la France au Mali. Et sur le fond, ce problème n'est pas seulement un problème malien. Si, en tant qu'Africain, moi je ne suis pas malien, je le regarde aussi avec attention parce que c'est un marqueur d'un échec global sur le continent de nos États qui sont devenus indépendants, qui n'ont pas réussi à tisser quelque chose qui ressemble à un lien national d'appartenance, qui ont parfois, avec des fonctionnements, comme vous l'avez évoqué, du pouvoir central, délaissé des régions, où des gens finissent par se sentir face à ce genre de dépenses des fonds de l'État. Il y a une révolte. Une révolte qui peut s'exprimer. Vous l'avez dit, et aucun État n'est à l'abri de ça. L'accord d'Alger, qui est considéré comme la feuille de route pour une sortie de crise au Mali, peine à être appliqué. Monsieur Madede, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour mater cette menace qui pèse sur le Mali? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon voisin vient de le dire. Les pays africains souffrent de ce manque d'organisation politique. Le Mali, c'est un exemple. Les élections n'ont toujours pas été transparentes. Donc ça crée des frustrations dans le pays, ce qui fait que... Mais c'est criard en Afrique. On doit d'abord, en fait, moi, j'interpelle aussi l'Union européenne et la communauté internationale qui tente d'aider le Mali à se débarrasser de tous ces conflits. Justement, on a vu que ce n'est pas toujours de la bonne manière qu'intervient la communauté internationale, puisque l'ancien ambassadeur de la France au Mali a dénoncé notamment l'intervention française. Il accuse la France d'avoir contribué à désorganiser une situation qui était déjà très mal en point. Oui, mais la communauté internationale devait insister que dans ce pays s'organisent des vraies élections transparentes. Nicolas Lenormand, je l'ai particulièrement bien connu. On a eu à faire beaucoup de missions ensemble sur le terrain. Il connaît très bien le Mali. Il y a été pendant des années, et notamment sous Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il a vu tout juste, et je pense que le nœud de ce problème se trouve dans les accords secret de décolonisation, qui en fait que les armées africaines n'existent pas. La France a tout fait, à mon avis, pour qu'il n'y ait pas d'armée, pour qu'elle puisse venir à chaque fois en aide aux armées africaines, en contrepartie, soutirer les matières premières. C'est inclus dans l'accord. Et on nous a dit que c'est normalement une assistance mutuelle. Bon, aujourd'hui, on voit la France à feu, et qu'aucun dirigeant africain ne place un mot sur la gouvernance. Est-ce qu'on a les moyens Est-ce qu'on a les moyens de dire au moins quelque chose, un mot. Je dis pas. Qu'est-ce qu'on fait, Jean-François? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir le Mali de cette situation? Mais pour sortir le Mali de cette situation, si je le savais, je me changerais de nationalité, je me présenterais devant les Maliens pour demander la présidence de la République malienne. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que dans la situation où on se trouve aujourd'hui, l'accord d'Alger est là. Moi, je ne partage pas beaucoup de positions de l'accord d'Alger, mais il est là. Il est là, il s'agit de l'appliquer. Il est là, mais il n'est pas appliqué. Est-ce qu'il est toujours viable? C'est le problème de ces accords qui sont des textes qui sont fondés sur des purs rapports de force. Quand il y a pur rapport de force, c'est le plus fort qui l'emporte. Le plus fort, pour le moment, c'est le peuple malien qui dit non. À chaque fois qu'il est question de mettre en application cet accord-là, le peuple malien est sorti partout dans le monde, et surtout au pays, pour dire non. Alors là, le président malien est en train de parler de révision de la Constitution qui prend en compte justement les accords du Mali et les accords d'Alger, et qui, selon les Maliens, serviront à diviser le pays en nord et en sud, et que l'autonomisation conduira à l'indépendance, donc à la coupure du Mali, ce que le Malien n'intègre pas, parce qu'on lui a tellement chanté depuis la nuit des temps le Maliba, donc le grand Mali est indivisible, que pour un Malien, voir un jour le pays avoir des Maliens d'un côté, d'autres de l'autre côté, n'est pas concevable du tout. Culturellement, socialement, c'est un schéma inacceptable pour le Malien pour le moment. Il y a deux situations qui sont la situation du terrorisme et de la lutte nécessaire contre le terrorisme, et il y a la question des indépendantistes. Et ça, c'est deux problèmes qui, politiquement, de mon point de vue, sont différents. Sur la question du terrorisme, mais encore faut-il bien distinguer entre les deux, bien séparer ce qui relève d'un camp et ce qui
qui relèvent de l'autre. Ceux qui relèvent d'un camp, il faut les combattre et les combattre avec la dernière énergie. Et là, il y a de l'apport international. Mais ce que je regrette, moi, c'est que dans la lutte contre le terrorisme, un dispositif comme celui de Barkhane, par exemple, les États africains eux-mêmes ne le construisent pas. Nous avons des armées, nous avons de l'argent sur ce continent, de l'argent qui sort toujours à mauvais escient. Bon, je ne dis pas à mauvais escient pour le musicien qui a été rémunéré parce que ça lui permet de développer son art, mais quand même, à mauvais escient toujours, les États africains n'ont pas l'initiative de la lutte contre le terrorisme. Et quand c'est sur le continent africain, comment voulez-vous que ça réussisse? Des efforts ont quand même été faits avec l'opérationnalisation de la force sans résultat, G5 toujours sans résultat. Pardonnez-moi. Je voudrais dire une chose sur le Mali, on va conclure, avant qu'on arrive à la conclusion de ce sujet. C'est ces deux points-là qu'il faut régler. Pour moi, je pense qu'il faut libérer l'Azawad. Il faut laisser que l'Azawad soit un territoire indépendant. Et puis, à l'intérieur du pays, il faut démocratiser le pays. La constitution du Mali ne permet pas trop une organisation transparente des élections. Je risque de me répéter, c'est le même problème qu'on rencontre en Afrique. Il faut qu'au Mali, qu'on puisse accepter une vraie organisation des élections. Parce que la rébellion interne, c'est dû aussi à ça, c'est des frustrations. Alors nous sommes très vite. Nous sommes des Africains. La stabilité pendant des décennies de l'Afrique reposait sur un principe qui était celui de l'intangibilité des frontières. Le jour où on commence à donner légitimité à des revendications comme ça, pourquoi ça ne se passerait pas au Congo? Pourquoi ça se passerait pas ça s'est déjà passé au Soudan, en Éthiopie, bien avant. Non, mais c'est pas une raison d'appeler le feu, d'appeler au feu. Je crois qu'il vous faudra être au Mali pour comprendre les sociologies et vous verrez. On marque une courte pause, s'il vous plaît. Je ne sais pas pour la séparation, mais quand je vois ce qui se passe, nous avons cette situation en Centrafrique aussi.